Ça va. De retour sur le plateau dans Ne plaisante pas avec l'info. Merci de nous suivre sur LCI. Plus que 48 heures avant la fin de l'ultimatum lancé par Donald Trump envers Vladimir Poutine. Steve Witkoff est en Russie pour tenter d'obtenir des gages de la part du Kremlin. Est-ce que le président russe va plier sous la pression? Quels sont les scénarios en cas d'échec? On voit cela tout de suite avec nos invités. Bonjour Vera Grandseva. Bonjour. Vous êtes politologue spécialiste de la Russie, enseignante à Sciences Po Paris. Merci d'être avec nous. Bonjour Cyril Gélibert. Gélibert, pardon. Bonjour. Vous êtes spécialiste du renseignement. Merci d'être avec nous. Et enfin, Claire Cambier, journaliste du service international. Bonjour Claire. TF1 LCI. 48 heures, donc je le disais, c'est le temps qu'il reste à Vladimir Poutine pour mettre fin à son offensive en Ukraine sous peine de nouvelles sanctions de la part des États-Unis. Le président russe va-t-il céder sous la pression de cet ultimatum lancé par Donald Trump? En tout cas, une chose est certaine, ce que veut le président des États-Unis, c'est la paix. On l'écoute. C'est la guerre de Biden et nous travaillons très dur pour nous en sortir. J'ai mis fin à 5 guerres au cours des 5 derniers mois et j'aimerais que celle-ci soit la 6e, franchement. Et cela n'inclut même pas l'Iran. Nous sommes en train de détruire leur programme nucléaire car ils auraient eu des armes nucléaires dans 2 mois. Mais nous avons mis fin à beaucoup de guerres. Il suffit de regarder celles des 2 ou 3 derniers mois. Ce fut incroyable. C'est celle que j'essaie d'arrêter. C'est celle sur laquelle nous travaillons le plus dur. Les autres, je les ai arrêtés en quelques jours. Cyril Gélibert, à quoi joue Donald Trump? Trump veut peser, mais entre nous, il a certaines cartes, mais il ne les a pas tous. Je vous donne un exemple très simple. Quand vous voulez négocier, vous ne balancez pas vos atouts sur la table avant même d'avoir commencé les négociations. Alors c'est ce qu'a fait Trump tout de suite en disant non, l'Ukraine n'entrera pas dans l'OTAN, etc., etc. Ou en montrant à quel point il admire Poutine et que Zelensky, il le méprise. Et nous l'avions vu d'ailleurs hier lors de la rencontre entre Trump et Zelensky. Sous-entendu, Zelensky. Dehors, je règle le problème avec Poutine et je suis prêt à faire des concessions avec Poutine. Vous vous retrouvez en position de faiblesse lors d'une négociation quand vous faites ça. Vous n'abattez jamais vos cartes à l'avance, vous les abattez petit à petit lors de la négociation. Et encore, vous évitez de montrer votre jeu à votre adversaire. Même question, Vera Grandseva. À quoi joue Donald Trump? Est-ce que vous rejoignez l'analyse de Cyril Gélibert? Bon, il y a toute une histoire qui est derrière le 8 août. Donc aujourd'hui, on se rappelle que Trump a commencé par une stratégie qui visait à convaincre Poutine de trouver une solution en Ukraine. Et par cette solution, il voulait aussi quand même s'approcher aussi au prix Nobel de la paix. Il faut toujours se rappeler que c'était ça son objectif. Depuis 6 mois, Trump a très bien vu que c'était pas possible, que Poutine n'allait pas chercher un compromis. Il voulait juste utiliser les négociations pour aboutir à ses objectifs en Ukraine. Et bien sûr que ce scénario ne satisfaisait pas Trump, parce que Trump, dans ce scénario, n'apparaissait pas comme un faiseur de paix, comme celui qui a apporté vraiment la solution qui était plus ou moins un compromis en Ukraine. Donc depuis un certain temps, depuis peut-être déjà 2 mois, Trump cherchait, à mon avis, une porte de sortie pour ne pas perdre face, mais aussi montrer que oui, il a fait tout ce qu'il a pu. Maintenant, Poutine ne cède pas. Donc, qui est la faute de l'échec de ces négociations? C'est pas celle de Trump, c'est celle de Poutine. C'est pourquoi il impose progressivement différents ultimatums. Il fait la pression, mais il est bien évident que c'est très peu probable que Poutine accepte cet ultimatum, parce que ça le met aussi dans la position de faiblesse. Il doit céder au président américain, tandis que lui, il veut paraître toujours à l'égalité avec les présidents américains. Mais même s'il faut rien exclure, à mon avis, Poutine peut un peu jouer autour de mots pour essayer de gagner un peu de temps et ne pas perdre Trump. Parce que quand même, Trump, pour lui, c'est un bon allié qui peut l'aider, comme il l'imagine, dans le futur proche. Donc, à mon avis, c'est ça un peu le jeu qui se passe autour de cet ultimatum. C'est Trump qui cherche la porte de sortie, finalement, de cette histoire qui est assez humiliante pour lui. Il a échoué. Il n'a pas pu ramener les parties autour de table et trouver un compromis. C'est évident. Mais il ne veut pas que la faute tombe sur lui et il veut mettre cette faute sur le dos de Poutine. Oui, je vous écoute, Cyril. Deux petites choses pour compléter ce que faisait remarquer justement Vera. Primo, Witkoff, donc, est arrivé à Moscou. Qui l'a accueilli? Kirill Dmitriev, qui est le patron du Fonds souverain russe,
Pas Poutine en personne. Donc, une nouvelle fois, Poutine envoie le subordonné. Secondo, j'ai remarqué que les Russes... On voit l'image, justement. Oui, il se baladait, effectivement. Deuxième chose, je remarque que les Russes aiment bien faire courir Trump. Vous vous souvenez que Trump voulait construire sa Trump Tower à Moscou. Il ne l'a jamais eu. Donc, en fait, il joue un peu sur son narcissisme, sur sa volonté de réussir quelque chose. Et j'ai l'impression que peut-être que ce sera pareil lors des négociations entre Witkoff et Poutine, puisque théoriquement, je dis théoriquement, ils doivent se rencontrer. Ils vont jouer sur le narcissisme de Trump pour obtenir le maximum sans forcément